Chapitre 3. Il s'agit d'Hermione, dit Mrs. Newell, en quittant son sofa encombré de coussins. Dans la tiède atmosphère de son salon, des gerbes de roses s'effeuillant sur la cheminée mêlaient leur parfum à l'odeur balsamique du feu qui pétillait dans l'âtre. Sur la table à écrire, parmi les lettres, les cartes, les photographies de célébrités signées, la flamme se reflétait sur l'encrier en or, sur le porte-plume enrichi de pierres précieuses, sur le buvard surchargé d'un lourd monogramme. Elle se jouait dans l'orient des perles qui entouraient le cou de Mrs. Newell et se miraient dans ses ongles roses et polis. Garnet même, habituée à retrouver Mrs. Newell dans un décor luxueux, se dit qu'elle avait dû trouver un nouveau champ d'exploitation. « Il s'agit d'Hermione, » répéta-t-elle en lui faisant une place près d'elle au milieu des coussins. « J'avais besoin de vous voir tout de suite. Nous sommes arrivés hier de Londres. » Garnet, tout en s'asseyant, jeta un coup d'œil autour de lui. Comme d'habitude, il oubliait Hermione en regardant sa mère, et il ne releva même pas l'observation de Mrs. Newell. « Je ne vous ai jamais vue plus brillante, » remarqua-t-il. Elle reçut l'hommage avec une visible satisfaction. « L'appartement n'est pas mal, n'est-ce pas? Nous sommes venus de Londres avec les Wilsey Hubbard. Vous avez entendu parler d'eux, n'est-ce pas? Ils sont de Détroit. Et vraiment, ils font les choses très convenablement. Leur automobile nous attendait à Boulogne et leur courrier télégraphie toujours d'avance pour que l'appartement soit garni de fleurs. Ce salon fait réellement partie de leur appartement. Seul, je n'aurais pu me le payer. » Elle parlait d'une voix haute et décisive qui avait un son métallique comme celui que rendaient ses bracelets et ses bas contre la boîte à cigarettes émaillée qu'elle tendit à Garnet, après en avoir pris une elle-même. « Vous faites toujours d'heureuses rencontres, » dit Garnet avec une douce ironie, et se rappelant la première phrase de Mrs. Newell, il vint à l'idée d'ajouter « J'espère que Miss Hermione n'est pas malade. »« Malade? Elle n'a jamais été malade de sa vie. » s'écria Mrs. Newell comme si on avait accusé sa fille d'un méfait. « Vous m'aviez dit n'être venu qu'à cause d'elle. En effet, Hermione va se marier. » Mrs. Newell scanda ces mots pour voir l'effet qu'ils avaient produit sur son interlocuteur. Celui-ci reçut la nouvelle avec un regard ébahi, puis poussa un cri de surprise. « Se marier? Pour l'amour de Dieu, avec qui ?» Mrs. Newell continua à le fixer avec un sourire tout à la fois serein et triomphant, et il vit bien qu'elle prenait sa surprise si peu flatteuse comme un hommage à son génie. Elle étendit sa main chargée de bagues et prit dans le buvard une feuille de papier. « Vous pouvez faire insérer demain cet article dans le Herald, dit-elle. » Garnet reçut le papier et lut ces lignes de la jolie écriture d'Hermione. « On annonce le prochain mariage du comte Louis du Traias, fille du marquis du Traias de la Baume et de mademoiselle Hermione Newell, fille de Samuel C. Newell, Esquire, de Elmira, New York. Le comte Louis du Traias appartient à l'une des plus anciennes et des plus illustres familles françaises et est allié aux meilleures familles d'Angleterre. Il est neveu de Lord St. Prescow et cousin de la comtesse de Morningfield, chez qui il fait de fréquents séjours dans ses châteaux de Hadham et de Portlaw. » La lecture de ce document remplit Garnet d'un si profond étonnement qu'il ne remarqua même pas combien il était étrange qu'il fût écrit de la main de la fiancée. Hermione, fiancée, Hermione, future comtesse, Hermione sur le point de faire un mariage qui lui donnerait non seulement une grande situation dans le monde parisien, mais un pied dans les premières familles d'Angleterre. Bien que Garnet sentît à quel point son étonnement devait froisser Mrs. Newell, il ne parvenait pas à se maîtriser, et son silence se prolongea tellement que Mrs. Newell s'écria avec une certaine aigreur « Eh bien, ne vous ai-je pas toujours dit qu'elle épouserait un Français ?» Garnet sourit en voyant à quel point les plans de Mrs. Newell s'étaient réalisés. Elle avait toujours affirmé qu'Hermione n'était pas assez brillante pour réussir en Angleterre, mais qu'avec son petit air fagoté, elle passerait très bien dans le faubourg, si on pouvait seulement lui trouver une dot. Et il admira une fois de plus la souplesse du génie de Mrs. Newell. Il était sur le point de demander « Comment avez-vous fait ?» Il eut juste le temps de donner un tour plus poli à sa phrase en disant « Comment est-ce advenu ?» « Oh, nous étions à Gleiche, chez les Edmond Fitzarthur. Lady Edmond est une sorte de cousine des Morningfield, qui ont une chasse près de Gleiche, un endroit qui s'appelle Portlaw, et le jeune Traias était avec eux. Lady Edmond, qui est un ange, a emmené Hermione en voiture à Portlaw, et la chose s'est arrangée en un rien de temps. Il est tout simplement devenu amoureux fou. Hermione est très belle dans son genre. Je ne crois pas que vous l'ayez jamais appréciée, ajouta Mrs. Newell en finissant sur un ton de reproche.
Je l'ai appréciée, je vous assure, mais je ne m'attendais cependant pas à ce qu'elle se mariât si vite. Si vite, elle a 23 ans. Mais vous manquez d'imagination, dit Mrs. Newell. Et Garnett se dit qu'en effet il n'en avait pas assez pour être à la hauteur de ces combinaisons, car ce mariage, bien entendu, était son œuvre à elle et constituait un coup de maître. Il était bien sûr que les principaux intéressés n'avaient été que des agents passifs, et que tout le monde, depuis le Fitzarthur, failli et taré, jusqu'au riche et impeccable Morningfield, avait, par quelque mystérieux tour de passe-passe, été forcé de coopérer au dessein de Mrs. Newell. Mais il ne suffisait pas Garnett de s'extasier devant cette œuvre. Il voulait la comprendre, la disséquer, découvrir comment le tour avait été joué. Mais il est certain que Mrs. Newell, si adroite fût-elle, ne pouvait pas créer cette dot. Ses exploits dans ce genre se bornaient à produire de quoi répondre aux nécessités les plus urgentes, et qui d'ailleurs se serait suffisamment intéressé à Hermione pour lui donner les moyens d'épouser un Français de bonne famille. Garnett en arriva à se demander si le courrier des Wills et Hubbard, non content de procéder à son installation, allait aussi pourvoir à l'établissement de sa fille. Parmi toutes ces suppositions, la seule qu'il put décemment formuler à haute voix était que Mrs. Newell et sa fille étaient venues en France pour voir la famille du jeune homme et faire les arrangements finaux. « Oh, ils sont faits, tout est arrangé, » dit Mrs. Newell en le regardant bien en face. « C'est la dot qui vous étonne, n'est-ce pas ? Un Français n'est jamais amoureux au point d'oublier la question d'argent, ou tout au moins ses parents ne le lui permettent pas. » Garnett murmura un vague assentiment et Mrs. Newell continua sans paraître lui en vouloir de sa curiosité. Tout cela est arrivé le plus heureusement du monde. Figurez-vous que précisément la semaine où ils se sont rencontrés, j'ai fait un petit héritage d'une tante d'Amérique, une bonne âme que je n'avais pas vue et dont je n'avais même pas entendu parler depuis des années. Vous allez peut-être me dire que j'aurais dû porter son deuil. Seulement, cela aurait fortement entamé l'héritage et j'avais besoin de le garder intact pour la pauvre Hermione. Oh, ce n'est pas une fortune, vous savez, mais le jeune homme est très épris et a toujours agi à sa guise, de sorte qu'après un échange considérable de lettres, cela s'est arrangé. La famille a vu Hermione ce matin et paraît enchantée. Et le mariage se fera bientôt? Oui, ici, dans quelques semaines. La mère est souffrante et n'aurait pas pu faire le voyage d'Angleterre. Du reste, les Français ne voyagent pas, et comme Hermione s'est faite catholique, déjà. Mrs. Newell parut étonnée. Il ne faut pas longtemps, et cela lui va parfaitement. Elle pourra aller beaucoup plus souvent à l'église. Alors j'ai pensé qu'un mariage à Saint-Philippe-du-Roule serait ce qui conviendrait le mieux dans cette saison. Mon Dieu, dit Garnett, j'ai peine à vous suivre, j'en suis essoufflé. Je suppose que le jour est même fixé, bien que Miss Hermione n'en fasse pas mention, indiquant de la main l'annonce officielle. Mrs. Newell se mit à rire. Hermione a dû écrire ceci elle-même, pauvre petite, parce que mon griffonnage est trop illisible, mais c'est moi qui le lui ai dicté. Non, le jour n'est pas fixé, c'est pour cela que je vous ai envoyé chercher. Mrs. Newell avait l'habitude d'aller droit au but. Il ne lui serait jamais venu à l'idée de prétendre avoir fait passer Garnett pour l'agrément de sa visite. « Vous m'avez envoyé chercher pour fixer le jour ?» demanda-t-il en plaisantant. « Pour renverser le dernier obstacle qui l'empêche d'être fixé. Moi, sur quel obstacle puis-je avoir la moindre influence ?» Mrs. Newell répondit à sa plaisanterie par un regard qui l'arrêta. « Je désire que vous trouviez son père. »« Son père, le père de Miss Hermione ? Mon mari, enfin. Je pense que vous savez qu'il existe. » Garnett rougit de sa propre maladresse. « Moi ? Oui, c'est-à-dire que réellement je ne savais rien. » bégaya-t-il, sentant que chaque mot accentuait sa gaffe. Si Hermione passait inaperçue, M. Newell était toujours demeuré invisible. Le jeune homme n'avait même jamais pensé à lui. Il se sentait gêné de se trouver pour ainsi dire face à face avec lui. « Eh bien, il vit ici, à Paris, » dit Mrs. Newell sur un ton aigre qui semblait impliquer que le journaliste aurait pu s'en informer. « À Paris, mais dans ce cas, n'est-ce pas tout simple de le trouver ? Je suppose que ce ne sera pas difficile, quoiqu'il soit assez mystérieux. Mais le malheur est que je ne puis pas aller le trouver et que si je lui écris, il ne répondra pas. »« Ah » dit Garnett pensivement. « Et alors, continua Mrs. Newell, il faut que vous le découvriez et que vous lui disiez... Lui dire quoi ? Qu'il faut qu'il vienne au mariage, qu'il faut que nous nous montrions ensemble à l'église et à la sacristie. » L'ordre fut donné sur un ton bref, impérieux, le ton de celui qui est né pour commander.
Mais pour une fois, Garnett se permit de discuter ses ordres. « Admettez qu'il ne veuille pas venir. Il faut qu'il vienne. S'il tient au bonheur de sa fille, elle ne peut pas se marier sans lui. Elle ne peut pas se marier. Les Français sont ainsi faits, surtout dans les vieilles familles. On m'a fait comprendre tout de suite qu'il fallait que mon mari fût présent, ne serait-ce que pour établir que nous ne sommes pas divorcés. »« Ah, vous n'êtes pas alors » échappa-t-il à Garnett. « Dieu merci, non. Le divorce est stupide. On ne l'aime pas en Europe. Et si je l'eusse été, le mariage d'Hermione n'eût pas été possible. Les Traias n'auraient pas songé un instant à laisser leur fils épouser la fille de parents divorcés. »« Comme c'est heureux alors » commença Garnett. « Oui, mais je prévois tout. Et je leur ai dit bien entendu que mon mari sera présent à la cérémonie. Vous croyez qu'il consentira ? Non, pas tout de suite. Mais il faut que vous l'y forciez. Il faut que vous lui disiez combien Hermione est charmante et il faut que vous voyiez Louis, que vous puissiez enfin décrire leur bonheur. Vous allez dîner avec nous ce soir. Il vient ici. Nous sommes tous invités par les Hubbard et ils comptent sur vous. Ils ont donné à Hermione de très beaux diamants, bien que j'eusse préféré un chèque, car elle sera péniblement pauvre. Mais je crois que Kate Hubbard a des intentions au sujet du trousseau. Hermione est chez Paquin avec elle en ce moment. Vous n'avez pas idée à quel point tous nos amis ont été charmants. « Ah, en voici précisément un » s'interrompit-elle, en accueillant d'un sourire radieux l'entrée d'un monsieur qui avait paru sur le seuil sans s'être annoncé. Le visiteur, d'aspect à la fois fané et minutieusement soigné, suggérait l'idée d'une momie bien conservée. Garnett n'eut pas besoin de regarder la rosette exotique qu'il portait à la boutonnière, ni de l'entendre présenté par Mrs. Newell comme son ami le baron Schenkelderf, pour deviner à quelle race il appartenait. Le baron Schenkelderf salua Mrs. Newell avec une aisance toute paternelle, et le jeune homme avec un air de protection qui sentait la bourse et les coulisses. Il parlait un anglais impeccable mais incolore, et on se rendait compte qu'il s'exprimait avec la même facilité dans une douzaine d'autres langues. Il s'informa avec condescendance de ses excellents Hubbard, demanda à la maîtresse de maison si elle n'avait pas du thé et une cigarette à lui offrir, remarqua en passant qu'Hermione était sans aucun doute encore entre les mains de sa couturière, et lorsque le maître d'hôtel, répondant à son coup de sonnette, entra dans le salon, il commanda le thé lui-même et demanda, en plus, de la fine champagne. Ce n'était pas la première fois que Garnett avait vu prendre des libertés de ce genre dans le salon de Mrs. Newell, mais jusqu'ici, c'était au moins par des gens qui savaient parfaitement ce qu'ils se permettaient, tandis qu'il était clair que le baron Schenkelderf croyait être le comble de la distinction. Et c'est avec un profond dégoût que Garnett arrivait peu à peu à se persuader que le baron personnifiait la tante à héritage de Mrs. Newell.